Alors, donc on va recommencer. Excusez-moi. Merci Pierre-Henri. Oui, désolé, hein, mais je suis là en pointillé. J'ai lancé la connexion. Je vais laisser Aucun problème. l'ordinateur tourner, mais je suis pas Juste loin. pour avoir l'enregistrement, c'est super. Voilà, donc on va parler un peu de l'anatomie, des pathologies, puis des techniques chirurgicales. L'anatomie du pied, elle est relativement complexe puisque elle fait entrer en jeu de nombreux os, ce qui est une particularité par rapport aux articulations du genou ou de la hanche, où il n'y a que 2 ou 3 os qui se connectent, avec entre chaque os des articulations, autant de ligaments et de nombreux muscles, des muscles extrinsèques qui prennent leurs origines loin du pied, des muscles intrinsèques qui prennent leurs origines uniquement au niveau du pied. C'est pareil pour tout ce qui est vascularisation et innervation, avec finalement la fin des rameaux nerveux qui vont se diviser au niveau du pied. Pareil pour la vascularisation. Et donc, finalement, une zone très complexe à aborder. Petite particularité, c'est une chirurgie dite d'extrémité. Ça veut dire que ce sont des structures de petite taille, mais le pied par rapport à la main est en plus une structure portante. Ce qui veut dire qu'en post-opératoire, on va avoir des contraintes élevées liées à l'appui, et cet appui va être de temps en temps limité ou repris de façon très progressive. On va parler uniquement des pathologies de l'avant-pied ce soir, et donc principalement de l'hallux valgus. Donc l'hallux valgus correspond finalement à la déformation du premier rayon, du gros orteil. La première partie, c'est qui va engendrer cette déformation, c'est un mouvement vers l'intérieur du premier métatarsien qu'on appelle un métatarsus varus. Et étant donné qu'il y a les tendons qui s'accrochent à l'extrémité de l'orteil, ils vont agir comme la corde d'un arc. Et plus le premier métatarsien va partir vers l'extérieur, plus la phalange va partir de l'autre côté, ce qui va amplifier finalement la déformation. Vous entendez aussi parfois parler d'hallux rigidus. En fait, un hallux rigidus, c'est une arthrose du gros orteil. Dans l'arthrose, on a la disparition du cartilage. Le cartilage, on le voit sur la radio sous la forme du trait noir. La moitié du trait noir appartient à cet os, l'autre moitié à l'os d'en face. Et la disparition du cartilage entraîne un frottement des os les uns contre les autres. Dans le même moment, on va avoir des becs osseux qui vont apparaître et qui vont entrer en conflit dans le cadre de l'hallux rigidus avec les tendons. Les métatarsalgies. Alors, les métatarsalgies, normalement, le pied, vous savez, il a une voûte plantaire, mais dans le sens médiolatéral, il y a aussi une arche sous la tête des métatarsiens. Les appuis dans le pied se font sous la tête du cinquième et sous la tête du premier. De temps en temps, et particulièrement quand il y a un hallux valgus, avec un déplacement, donc du coup, un élargissement du pied, ça va entraîner un affaissement des têtes métatarsiennes centrales. D'accord, les métatarsiens, donc ce sont les os, c'est ce niveau-là des os, et les têtes des métatarsiens centraux vont s'affaisser en entraînant un hyperappui. Ça va aboutir à l'avant-pied rond. Alors, je peux plus avancer. Tac. La bugnonnette, alors ça c'est juste un petit clin d'œil pour que vous sachiez ce que c'est. La bugnonnette, finalement, c'est le petit frère de l'hallux valgus. L'hallux valgus, c'est quand le gros orteil est déformé. La bugnonnette, c'est quand c'est le petit qui est déformé. Et on a la bosse à ce niveau-là, au niveau de la tête du cinquième métatarsien. Les déformations d'orteil. Les déformations d'orteil vont être très souvent liées aux métatarsalgies. Elles peuvent être aussi liées à des maladies neurologiques et sont en fait secondaires à une rétraction des tendons extenseurs qui vont entraîner la rétraction vers le haut des orteils et des tendons fléchisseurs qui vont entraîner la rétraction des tendons vers le bas. Cette rétraction, au début, elle va être réductible et puis plus la griffe va s'installer, plus ça va être rigide. Si c'est réductible, on pourra essayer de conserver une certaine mobilité dans le cadre du traitement. Si par contre c'est rigide, à ce moment-là, l'orteil sera positionné comme baguette et on ne pourra plus avoir la mobilité de l'orteil. Au stade ultime, voilà ce que ça donne. C'est aggravé par le fait que l'hallux, quand il se transforme en hallux valgus, prend la place du deuxième orteil et on retrouve souvent le deuxième orteil au-dessus de l'hallux valgus en supraductus. Enfin, le syndrome de Morton. Le syndrome de Morton correspond en fait à la compression d'un petit nerf. Les petits nerfs ils passent
jusqu'aux orteils, au niveau entre les os. Et de temps en temps, il se retrouve comprimé. Ça, c'est le petit nerf, comprimé par le ligament qui unit les métatarsiens. Donc là, c'est représenté en bleu. Le ligament, c'était ça, qui écrasait le nerf que vous voyez ici. À force d'être écrasé, le nerf va s'enflammer et va créer une petite boule qu'on appelle le névrome. Finalement, le névrome, c'est secondaire à l'irritation, à la compression mécanique, et ce n'est pas une maladie primitive. Alors, les techniques chirurgicales. Impossible de parler des techniques chirurgicales de l'hallux valgus sans parler de Louis Samuel Baruch, qui était le papa de Pierre Baruch. C'est lui qui est allé aux États-Unis il y a de nombreuses années et qui a ramené l'ostéotomie, c'est-à-dire la coupe osseuse, en scarf. C'est ce trait de Jupiter qui permet de déplacer et de corriger la déformation. Donc, le scarf, c'est un trait avec 3 coupes, alors que le chevron, qui est pratiqué par d'autres chirurgiens, dont Stéphane Guillot et moi, en fait, n'a que 2 coupes. Dans tous les cas, l'objectif du traitement de l'hallux valgus, c'est de réaligner le premier rayon. Et pour ça, on va translater, c'est-à-dire qu'on va déplacer la tête du premier métatarsien, qui était initialement ici, pour le réaligner par rapport à la base du premier métatarsien et à la phalange, et au-dessus des 2 petits os qu'on appelle les sésamoïdes. Maintenant, on a développé aussi la chirurgie percutanée pour essayer de limiter l'agression de la voie d'abord et essayer de diminuer les complications. En fait, pour ça, sous contrôle de la radio, on va faire la même coupe, c'est-à-dire un chevron, en se servant d'une fraise à main, comme d'une scie. Et donc, le résultat final est la même chose, on translate. Vous voyez la radio là ou pas? Ou c'est derrière vos images? Oui. OK. Et donc, en fait, on translate la tête du premier métatarsien pour réaligner. On va compléter toujours ce geste sur le premier métatarsien par un geste de réalignement de la première phalange, parce que dans cette pathologie, très souvent, la première phalange est en crosse, c'est-à-dire qu'elle part aussi vers l'extérieur. Pour ça, on va faire une fracture qu'on fait maintenant le plus souvent en percutané. On va visser pour aussi réaligner la première phalange. Ce qu'on peut faire, on peut utiliser une vis pour maintenir cette disposition. Donc là, c'est ce que vous nous voyez faire en deuxième étape dans la prise en charge des hallux valgus. Dans le cadre de l'hallux rigidus, l'hallux rigidus, on l'a dit, c'est l'arthrose. Alors, de temps en temps, on peut se contenter de réséquer les petits ostéophytes, les becs osseux. On peut faire ça en percutané ou sous endoscopie. Sous endoscopie, ça va permettre d'évacuer tout l'os qu'on va râper et en plus de faire un petit bilan articulaire. Vous voyez, là, il y a du cartilage et là, il n'y en a plus. Quand il n'y a vraiment plus de cartilage, alors on n'a pas de solution. On ne peut plus faire de traitement dit conservateur et on va passer soit vers une arthrodèse, soit vers des prothèses qui sont pour l'instant très anecdotiques comme indication. Dans le cadre des métatarsalgies, en fait, là, on va faire des ostéotomies des métatarsiens, donc ces os à cet endroit-là, et on va en fait faire une fracture au niveau du col de l'os, puisque vous savez, il y avait un hyperappui sous ces têtes. Comme on va casser, les têtes vont remonter. Contrairement à l'ostéotomie de Weil, qui a le même objectif, qui est de réharmoniser les appuis, quand on fait une chirurgie percutanée, on ne va pas fixer la tête. Comme ça, en fait, en redonnant l'appui au patient, petit à petit de la consolidation, la tête va s'élever et va consolider en bonne position. Pour les orteils. Alors, pour les orteils, c'est pareil, il y a plusieurs types de chirurgie. Ce qu'on fait de plus en plus, c'est de la chirurgie percutanée avec des ténotomies. Les ténotomies, ça correspond à la section des tendons pour les allonger. Donc, les tendons du dos du pied, c'est-à-dire les extenseurs, ou les tendons à la face plantaire, les fléchisseurs. Et ensuite, on peut aussi associer des ostéotomies. Donc, on coupe une phalange pour essayer de raccourcir les orteils et de les réaligner. Parfois, quand les orteils sont trop rigides, à ce moment-là, on place des petites barrettes en différents matériaux, soit c'est du pic, soit c'est du métal. Et vous voyez comme ça pour obliger à maintenir l'orteil en position droite. Le syndrome de Morton, donc vous vous souvenez, c'est le nerf qui est écrasé par le ligament.
Deux possibilités. Alors, désormais, on fait très souvent des neurolyses endoscopiques, comme pour le canal crânien au niveau poignet. On va sectionner sous endoscopie le ligament qui écrase le petit nerf et ça va libérer le nerf qui va cicatriser petit à petit. Ou alors, on va faire une neurectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever le nerf avec le risque de repousse nerveuse qui peut entraîner à nouveau un névrome. Ça, c'était une base du pied. Donc, je suis désolé si ça fait beaucoup. On va maintenant se lancer en plus dans la cheville. Et on va commencer par l'anatomie. Si on regarde une cheville de face, alors on voit bien sûr qu'une cheville, c'est comme une pince entre le tibia côté interne et la fibula externe, qu'on appelait avant le péroné, avec les deux malléoles, malléole interne et malléole externe. Il y a en fait deux articulations. Il y a une première articulation qui est entre le pied et la jambe, l'articulation de la cheville proprement dite, qui est l'articulation tibiotalienne, entre le tibia et le talus. Mais il y a aussi une articulation entre les deux de la jambe, qu'on appelle la syndesmose ou articulation tibiofibulaire. Donc là, si on regarde, on voit le ligament externe, son faisceau antérieur, qu'on peut voir sous arthroscopie à cet endroit-là. On voit le ligament interne et on voit le ligament antérieur qui accroche les deux os ensemble. Donc classiquement, on décrivait trois faisceaux sur le ligament externe, un antérieur, un moyen, un postérieur. Le ligament collatéral médial, il est souvent décrit avec deux faisceaux, un superficiel, un profond. En fait, on se rend compte avec l'augmentation du nombre d'études qui ont été faites, surtout depuis qu'on fait beaucoup d'arthroscopie de cheville. Dans le monde, ça a relancé en fait les études anatomiques. Et du coup, cette description, elle a été un peu modifiée, plus juste du ligament antérieur et du ligament moyen. En fait, il y a eu des études qui ont montré que maintenant, on a un véritable complexe ligamentaire et que le faisceau antérieur est relié au faisceau moyen. Et on a montré que les forces de traction, c'est-à-dire l'effet mécanique quand on répare le faisceau antérieur du ligament latéral, agit aussi sur le faisceau moyen. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on fait quand on répare les instabilités de cheville, on retend tout le complexe latéral ligamentaire. Il ne faut pas voir ça comme des ligaments dissociés. On va s'occuper un peu du ligament antérieur, un peu du ligament moyen ou du ligament postérieur. En fait, dans les lésions, tout le complexe ligamentaire va être lésé et on va réparer ensemble tout le ligament. Selon la taille de la lésion, de temps en temps, on mettra plusieurs encres, mais finalement, c'est une seule unité fonctionnelle. Vous savez, les lésions ligamentaires s'appellent des entorses par opposition aux lésions osseuses qu'on appelle des fractures. Il peut y avoir des lésions ligamentaires entre les deux os de la jambe, où selon le mécanisme, là ce sera plutôt un mécanisme de flexion dorsale et de rotation externe, les ligaments vont être rompus et les os vont s'écarter. Résultat, quand on va aller dans l'articulation, là on voit le tibia et ici au fond, hop, la malléole latérale, on voit un écart entre les deux. Cet écart ici ne doit pas exister normalement, les os sont collés. Et ça, c'est assez typique. Les joueurs de se retrouvent coincés, et clac, ils se font écraser la cheville avec un choc latéral. Ça leur éclate les deux os de la jambe. L'autre traumatisme, c'est quand la cheville se tord sur le schéma, et là, on va abîmer les ligaments externes, principalement le faisceau antérieur, mais comme on l'a dit, ça va se propager de façon quasi systématique au faisceau moyen. Si on regarde après dans la cheville, on verra que le ligament externe, en fait, s'est décroché de la malléole. Toute la pathologie ligamentaire, toute la pathologie de l'arthrose de la cheville. Alors, l'arthrose, elle est très souvent liée quand même aux lésions ligamentaires qui ont évolué en étant négligées. Vous voyez, la cheville, en fait, elle a travaillé de travers et au lieu d'avoir des contraintes réparties de façon harmonieuse sur l'articulation, étant donné qu'il y avait une défaillance du ligament interne, il y a eu énormément de contraintes sur ce versant-là, entraînant l'arthrose. Quand on fait un arthroscanner, c'est-à-dire un scanner où on a injecté un produit, on peut voir le cartilage qui est le trait noir. Et vous voyez qu'ici, il n'y a plus de cartilage. Et petit à petit, il n'y aura plus du tout de cartilage.
Et alors, que fait l'organisme? En fait, comme la cheville est instable, l'organisme va entraîner une pousse osseuse, comme des becs osseux, pour essayer de stabiliser l'articulation. Donc, ça va réduire les amplitudes articulaires et réduire la douleur, mais forcément, à force sur le plan fonctionnel, ça va être très limité. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en lésion ligamentaire? Ben, vous l'avez vu, on enfonce des ancres dans le malléole au niveau des insertions ligamentaires. On utilise des passe-fils, un peu les mêmes qu'on peut utiliser dans la coiffe. On va faire des nœuds. On va faire des nœuds et ensuite, donc ce sont des nœuds spécifiques qu'on appelle des nœuds lassos pour ne pas déchirer les ligaments parce qu'encore une fois, ce sont des trucs qui sont relativement fragiles. Et ensuite, on va tirer sur ce fil pour venir retendre le ligament jusque sur son point d'insertion. Et on a refait le faisceau antérieur du ligament externe. Donc voilà, c'est un nœud un petit peu spécifique qu'on va faire. Et grâce à l'effet coulissant, on va pouvoir retendre le ligament jusqu'à son insertion osseuse. De temps en temps, pour renforcer un peu la réparation ligamentaire, ce qu'on va faire, on va se servir du rétinaculum. Le rétinaculum, c'est comme un grand ligament qui plaque les tendons contre la cheville. On va le dévier pour le ramener vers la malléole et renforcer notre suture. Donc, on va créer un espace qui n'existe pas normalement et on va faire comme pour une coiffe, on va venir plaquer ce rétinaculum contre notre suture. De temps en temps, il y a des contre-indications à réparer les ligaments. Alors, si les ligaments sont trop abîmés pour être réparés, comme pour un ligament croisé antérieur, on va devoir faire une greffe. Donc, l'idée, c'est de prélever un des ischio-jambiers, donc un des tendons qui est dans la cuisse. On utilise l'autre ischio-jambier pour faire les ligaments croisés. Nous, on prend le gracilis, c'est-à-dire le droit interne, alors que les chirurgiens de genoux prennent le demi-tendineux. Et on va venir reconstruire les deux faisceaux, le faisceau antérieur et le faisceau moyen du ligament externe, qui sont les ligaments stabilisateurs latéraux de la cheville. Voilà ce que ça donne, c'était sur une étude cadavérique, et voilà ce que ça donne en arthroscopie. Cette technique, elle a été créée par Stéphane Guillot, donc il l'a développée après avoir été pendant des années sous l'influence des chirurgiens du genou, en se disant, ils font les croisés avec une greffe tendineuse, on va refaire les ligaments de cheville avec une greffe tendineuse. Donc, en fait, voilà ce que ça va donner. On va enlever les reliquats ligamentaires qui sont souvent très ossifiés, très fibreux et qui ne peuvent plus être fonctionnels. Puis ensuite, donc ça, c'est une vision. Vous voyez qu'il reste quasiment plus que la capsule articulaire. Donc, on va repérer les endroits où on doit faire nos tunnels. Donc ça demande une connaissance assez poussée en arthroscopie de cheville, parce que c'est une dissection qui ne se fait pas dans une articulation. La particularité de la cheville, ce n'est pas une grande articulation comme l'épaule ou comme le genou. En fait, c'est une toute petite articulation, donc il faut de temps en temps créer des espaces de travail. Donc là, on doit réséquer la capsule articulaire qui est l'enveloppe de l'articulation et aller au-delà pour repérer toutes nos insertions. Donc là, c'est le faisceau moyen. Et ensuite, on va faire nos tunnels. Dans ces différents tunnels, on va passer des fils pour avoir des fils relais. Et c'est à partir de ces fils relais qu'on pourra secondairement. Donc là, c'est le tunnel dans la fibula, où on a toujours nos repères anatomiques. On met une broche. Puis on fait nos tunnels. Donc vous imaginez bien, une malléole latérale, ce n'est pas très grand, ça fait 2 à 3 cm. Donc comme on mèche quand même à 6, on n'a pas une énorme marge de manœuvre. Et enfin, on finit par un tunnel dans le talus. Il nous faut donc 3 tunnels pour refaire les 2 faisceaux que l'on veut reconstruire sur le ligament latéral.
Là, on est sur le talus. Comme dans l'épaule, c'est très important à chaque étape de bien nettoyer pour contrôler chaque étape et faciliter l'étape d'après. On va donc fixer la greffe dans le talus avec une vis, la monter à l'aide d'un endobouton réglable dans la fibula et la fixer au niveau du calcanéum. Et comme c'est un endobouton réglable, on va pouvoir après, en serrant l'endobouton, ajuster la tension sur les deux bras. En cas d'arthrose, aujourd'hui, on est un peu embêté parce que finalement, on ne sait pas traiter l'arthrose, donc on n'a pas de traitement conservateur. Donc en fait, on a deux solutions. Soit c'est une arthrodèse, on va souder l'articulation de la cheville, soit c'est une prothèse. On ne peut pas mettre de prothèse lorsqu'il y a des instabilités de cheville, parce que la prothèse ne remplace pas les ligaments. Elle ne fait que remplacer les surfaces articulaires. Ce qui veut dire que si on a des lésions ligamentaires, la prothèse va être contre-indiquée. Donc, on va devoir faire une arthrodèse, comme vous le voyez ici. On enlève les reliquats de cartilage. On va faire saigner finalement l'extrémité inférieure du tibia, qui est ici, puis l'extrémité inférieure du talus, qui est en bas. On va plaquer les deux os et on va mettre deux grandes vis pour les souder. Donc, en fait, les prothèses ne pourront être mises que dans les arthroses centrées, c'est-à-dire lorsque le pied est encore aligné sous la jambe avec des amplitudes articulaires conservées, c'est-à-dire que si une cheville est trop raide, le fait de mettre une prothèse ne lui permettra pas de regagner en amplitude articulaire, et surtout une absence de lésion ligamentaire, parce que si vous mettez une prothèse avec des ligaments qui ne fonctionnent pas, le fonctionnement de la prothèse va mal se faire, il va y avoir des contraintes qui vont être mal réparties et qui vont aboutir à un décèlement de prothèse et donc à la nécessité d'une reprise de prothèse ou d'une arthrodèse dans un deuxième temps qui sera beaucoup plus compliqué. Ce qu'il faut retenir, que ce soit pour la cheville ou pour le pied, ça c'est important, hein, c'est les consignes post-opératoires. On a trop tendance à vouloir mettre le pied en bas après l'opération et les patients finalement se laissent souvent aller. Ils veulent marcher, ils ont des choses à faire chez eux, etc. Or, il faut absolument que tout l'hématome et tout l'œdème post-opératoire soit drainé vers le mollet et pas vers les orteils. Hein, il faut imaginer que la jambe est comme une bouteille. Si vous mettez le pied en bas, tout l'hématome, tout l'œdème se draine vers les orteils et vers le pied. Donc, c'est très important de surélever le pied et de demander aux patients de ne pas trop marcher, de glacer par la cryothérapie très fréquemment. Et vous le savez, il faut prendre les médicaments de façon systématique avant que la douleur soit installée. Alors, je vais vous poser un petit QCM, puisque ça c'est important. Donc, pour être brillante en chirurgie du pied et de la cheville, il faut savoir faire des gâteaux au chocolat maison, connaître les jours où l'on peut amener ces gâteaux au bloc opératoire, accepter que les chirurgiens du pied fêtent leur anniversaire toutes les semaines, amener au minimum un gâteau par semaine et bien sûr complimenter le chirurgien du pied pendant qu'il déguste votre gâteau. Alors, je vous laisse réfléchir. Et vous savez que la bonne réponse, c'est que les gâteaux sont interdits au bloc opératoire. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et surtout, merci de continuer à travailler avec nous parce que vous l'avez vu avec l'histoire des ligaments, mais c'est vrai finalement à la clinique du sport dans tous les domaines. On progresse énormément et on progresse parce qu'on est en équipe et qu'on fait du super boulot tous ensemble. Merci, Monsieur Cordier. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Et Oui. juste il y avait en fait des vrais QCM. Parce qu'il faut faire des stats. Donc la première réponse était est-ce que les connaissances anatomiques de la cheville évoluent? Oui. Oui. Bon, on vient d'en parler. Hein. Ça, c'est important. Les techniques, elles évoluent, mais en fait, on améliore aussi nos connaissances sur l'anatomie et sur tout ce qui est biomécanique, c'est-à-dire sur le fonctionnement. Parce que quand on connaît mieux finalement les structures, eh ben, on comprend mieux le fonctionnement. Et comme on comprend mieux le fonctionnement, on comprend mieux les maladies et du coup, on comprend mieux comment les soigner. Un petit clin d'œil par rapport à la chirurgie percutanée, est-ce que ça accélère la consolidation osseuse?
Ça aussi, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'on fait du percutané que ça va plus vite, que c'est plus facile, qu'il n'y a pas de complications. Et ça, de temps en temps, il faut bien faire passer le message aux patients. On ne peut pas aller plus vite que la nature, finalement. Et quand on fait une fracture, certes, de temps en temps, le fait de ne pas s'ouvrir permet d'augmenter le taux de consolidation, le taux de fusion, diminuer les complications, mais ne permet pas quand même d'accélérer plus vite que les délais que le corps humain peut accepter. Donc ça, c'était faux. Et enfin, la reconstruction ligamentaire de la cheville est indiquée lorsque le ligament n'est pas réparable. Donc ça, vous l'avez compris, le but aussi, c'est d'être le moins invasif possible, le moins agressif possible. Ça, c'est une des qualités, je pense, de la clinique. C'était pour ça qu'il y avait eu la chirurgie arthroscopique qui a été tant développée et qui a fait cette qualité de chirurgie sportive aujourd'hui. Finalement, plus on connaît notre sujet, moins on est agressif et plus on a des bons résultats. Donc, la reconstruction ligamentaire, ça reste une intervention un peu plus lourde que la réparation ligamentaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était dense. Ouais, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. C'était difficile entre faire des choix et voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même des termes, la luxe rigidus, le Morton, où c'était bien d'avoir un peu de culture générale parce que finalement, on en voit quand même au bloc et c'est des pathologies assez récurrentes. Voilà, mais du coup, ça s'est fait un peu au détriment d'aller peut-être un peu plus loin dans la chirurgie de l'hallux valgus. Après, il y a ces formations-là qui ont été mises en place, mais s'il y a des demandes particulières, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'on est tous prêts à faire un peu plus. Et donc, si vous avez des demandes particulières sur telle ou telle pathologie ou tel thème, n'hésitez pas à revenir vers un des chirurgiens de la clinique. Je pense qu'il se fera une joie de partager tout ça avec vous parce qu'on est un peu tous passionnés. Merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci. Et à très vite. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.